1947 à 1951, la section CGT d'Usinor Mandataire a eu du mal à se repositionner et à se stabiliser. C'est Robert Brinaert qui va consolider une équipe syndicale quelque peu déboussolée et désorganisée. En novembre 1951, un bureau syndical provisoire apparaît sur un procès-verbal après un an d'interruption. Le secrétaire est Robert Brinaert, le secrétaire adjoint Longuet-René, le trésorier Julien Henry, le trésorier adjoint de la Salle et 3 membres du bureau, Bloquet-Henry, Juillard et Boufflers. Le 3 décembre 1951, Robert Brinaert insistera sur la nécessité d'organiser sérieusement le collectage. Les militants doivent en premier lieu collecter eux-mêmes, mais aussi avoir des nouveaux collecteurs. Une répartition du collectage sera faite par équipe. 12 collecteurs principaux, répartis dans toute l'usine, secteur par secteur. Une première réflexion a eu lieu aussi sur les candidats des élections de délégués du personnel. Les élections de délégués du personnel auront lieu le 3 janvier 1952. Le conseil syndical décide de l'apparition d'un journal syndical dans les prochains jours. Il devrait être composé de divers articles portant sur l'augmentation du prix des tôles en rapport avec les salaires des salariés, la composition de la section syndicale Usinor, le devoir d'être syndiqué, mais aussi expliquer la ventilation des cotisations aux organismes de la CGT, mais aussi de traiter de divers faits de la vie dans les ateliers, dans l'usine. Ce journal, on le verra, deviendra un peu plus tard le phare du sidérurgiste. Le conseil syndical du 11 septembre 1953, soit un PV près de 2 ans après celui du 3 décembre 1951. À l'heure du jour de ce conseil, premièrement, les revendications et la formation de comités d'unité d'action dans l'usine. Deuxièmement, le renouvellement de la direction syndicale. Troisièmement, les faits divers. Premièrement, les revendications et la formation des comités d'unité d'action. Il s'agissait de porter sur le cahier de revendications notamment le paiement des 4 heures de grève, demandant le renvoi de M. Descroisettes, vraisemblablement un chef, un ingénieur à cette époque, mais aussi la mise en place de comités d'unité d'action dans chaque service avec à leur tête des camarades actifs élus dans le service. Comité d'action unitaire pour développer l'action dans l'entreprise. La nouvelle direction syndicale proposée à l'Assemblée générale du 20 septembre 1953 est composée, là aussi comme secrétaire de Brinaert, secrétaire adjoint Rambaud, à nouveau, comme trésorier Caron, lui il était déjà avant la guerre, trésorier adjoint Tortosa et le responsable à la vie ouvrière, L'Homme. Suite à la création de la société de galvanisation de Denain et Lourches, une nouvelle section syndicale sera créée avec l'organisation vraisemblablement d'élections de délégués du personnel et de membres du comité d'établissement. Galvanor est né. L'Assemblée générale du 30 septembre 1953 confirme le bureau syndical et se dote aussi d'un conseil syndical de 38 membres et d'une commission de contrôle financier de 5 membres. À partir de 1951, la scission CGT et CGT Force ouvrière, une fois digérée, les luttes vont se développer dans la métallurgie, menées souvent de façon unitaire, CGT, CFTC et FO. Ainsi, 800 000 métallos vont obtenir des augmentations de salaire entre 10 et 25%. Durant l'année 1952, une bataille sera menée pour l'augmentation de 15% du salaire minimum garanti et une véritable échelle mobile des salaires. Le 21 août 1953, 600 000 métallos font grève pour les revendications. En 1954, le 28 avril, c'est reparti. La grève est puissante,
notamment dans les bassins sidérurgiques, les charbonnages. Des résultats sont obtenus, mais un métallo sur deux participe au mouvement de grève, ce qui est quand même, pour l'époque, pas si fort que ça. Mais c'est l'année 1955 qui sera particulièrement fertile en lutte en juin, juillet, août. Elle porte sur les salaires, mais aussi sur les congés payés. Ainsi, le groupement des industries métallurgiques de la région parisienne, l'ancêtre de l'UIMM, est obligé d'accorder les 3 semaines de congés payés. L'unité d'action avec FO est aussi au rendez-vous. La section CGT d'usine Armentataire, de juin à octobre 1955, n'est pas en reste. Le 27 juin 1955, les ouvriers du service cisaille sont en grève totale. Ils revendiquent 9,50 francs à la tonne au lieu de 5,90. Le paiement de la prime de production sur 8 heures et non sur 7h30. Le paiement des heures d'arrêt avec entretien à la moyenne de la prime. Les raisons invoquées par les grévistes des cisailles sont la mise en service de la cisaille Montbard, les cisailles marchent sans interruption pendant 8 heures consécutives, soit ils demandent le paiement de la demi-heure de casse-croûte travaillée à la moyenne de la prime. Les changements fréquents de lame égalée effectués par les ouvriers des cisailles alourdissent les conditions de travail. Les grévistes ont décidé de suspendre leur mouvement le 28 juin pour négocier les revendications. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Du 19 septembre au 28 septembre 1955, c'est au tour des employés mensuels de se mettre en grève. Ils revendiquent une augmentation de 8 000 francs, 3 semaines de congés payés, une prime de vacances, des revendications diverses et aussi l'application du coefficient personnel. Le 26 septembre, la direction, constatant l'impossibilité de procéder aux expéditions, déclare que le fonctionnement de l'usine sera rendu impossible et rapidement. La direction sera alors obligée d'arrêter progressivement le travail. C'est donc interprété par les salariés et les grévistes comme une menace de lock-out. Les employés grévistes décident de solliciter la réunion de la commission paritaire de conciliation, telle que prévue dans la convention collective de la métallurgie. Ils décident de reprendre le travail et de suspendre la grève le 28 septembre pour ne pas gêner les travaux de la commission paritaire de conciliation qui, en principe, doit se tenir le 29 septembre 1955. La grève va s'étendre et continuer encore des jours. La commission de conciliation va être difficile. La direction reste sur des positions minimalistes. La situation sociale est en train de pourrir à Usine Armentataire. Dès le début de la grève des employés, le 19 septembre 1955, les ouvriers du chargement, les chargeurs-bâcheurs, demandent d'être payés à leur moyenne de salaire, arguant qu'ils perdent du salaire par la réduction des expéditions relatives à la grève des employés. Pas de programme d'expédition, donc pas de travail. Le 23 septembre, devant le refus de la direction de répondre positivement aux revendications des ouvriers du chargement, ceux-ci se mettent en grève à 21h. Ça continue. Le 29 septembre, nouvelle réunion de conciliation, pas de conciliation. La direction décide le lock-out des services de fabrication, sauf les services d'entretien et le recuit. Les ouvriers protestent et se présentent le matin au travail, mais ne peuvent travailler par manque de programme.
La situation devient de plus en plus compliquée. Le 3 octobre, reprise du travail de tous les services sauf le chargement qui est toujours en grève. Proposition de la direction de payer les heures de travail des ouvriers du chargement pendant la grève des employés. C'était pas la peine de les mettre en grève pour payer après. Le 4 octobre, lockout des travailleurs des cisailles et emballage sur ligne des cisailles. Tous les services de production et ateliers mécaniques débrayent en signe de protestation. La direction tente de forcer les événements en organisant un chargement de 6 camions, en forçant les chauffeurs à rentrer dans l'usine. L'huissier est là. Les camionneurs et les sous-traitants refusent de se prêter à cette opération de la direction du Sinan-Montataire. Les camions dans le brouhaha rentrent néanmoins. Les ingénieurs chargent les camions. Réponse, la grève se généralise. En plus des incidents, un camion bloque la route devant l'usine. La police est obligée d'intervenir et de faire la circulation. Le 5 octobre, lockout de toute la fabrication. Le 6 octobre, nouvelle manœuvre de la direction, des échanges entre ouvriers et ingénieurs lors d'une assemblée générale du personnel. En fait, après discussion, il apparaît que les ingénieurs sont loin d'être tous unanimes et d'être d'accord avec la direction pour faire ce genre de manœuvre. 8 octobre, 10 octobre, lockout et confusion continue. Durand et Brinert, le secrétaire de la section CGT, sont mis à pied en attendant leur licenciement. La direction montre ses moves. Le 11 octobre, la police entre dans l'usine et l'occupe. La police au travail dans les ateliers pour permettre les chargements alors qu'il n'y avait plus d'entrave à la circulation des produits et des camions. Un CE extraordinaire se tient le 11 octobre pour consultation sur les 2 licenciements, notamment celui de Robert Brunert. Le 12 octobre 1955, la conciliation s'est tenue et est signé un accord de conciliation entre la direction et les syndicats. Il contient, premièrement, la levée totale des sanctions pour fait de grève à dater de ce jour et donc l'annulation de la procédure de licenciement de Durand et de Robert Brunner. Deuxièmement, sur les salaires, pour les chargeurs, une prime de paquet portée de 3,40 à 3,70 francs, une prime de l'aide chargeur fixée à 90% au lieu de 80%, pour les bâcheurs, une prime de wagon portée de 25 francs à 27,50, la prime des aides bâcheurs fixée à 90% au lieu des 80%. Des avances sur salaire remboursables pour compenser la perte liée aux jours de grève. La reprise du travail aura lieu le vendredi 14 octobre au petit matin. Quelle histoire! Le conseil syndical de 54 à 55 insistera sur la nécessité d'améliorer l'activité et la vie syndicale. Robert Brunner déclarait lors d'un conseil syndical: le redressement doit s'obtenir en fonction de l'organisation de l'action et du rassemblement des travailleurs sur des objectifs clairs, en partant non seulement des revendications générales, mais aussi et surtout des revendications qui sont propres à l'entreprise. Nous devons aussi élire un véritable conseil syndical vivant la vie de l'entreprise, dirigeant et contrôlant l'activité de tous les militants, qu'ils soient délégués du personnel, membres du CE, CHS ou collecteurs de cotisations ou diffuseurs de la vie ouvrière.
Dans un conseil syndical, il a été proposé de dresser un plan de l'usine, un tableau et la localisation par service, par atelier des effectifs des salariés, du nombre de syndiqués, du nombre de vie ouvrière diffusée, des militants CGT dans ces secteurs, en bref, le maillage syndical d'Usinor Montataire. De 1955 à 1961, la situation sociale, mais aussi l'état général de la Fédération CGT des métaux et de ses syndicats, dont Usinor Montataire, seront perturbés par la gestion de la scission CGT et FO, par la guerre froide, les effets de la révolution hongroise, l'instabilité politique, la mise en place de la Ve République, la guerre d'Algérie, mais aussi une certaine fatalité de la perte des adhérents. Ainsi, la Fédé-CGT des métaux est passée de 900 000 adhérents en 1947 à 287 084 en 1966, pratiquement divisé par 4. La question qui s'est posée pour la Fédération des métaux, comme pour la section CGT d'Usinor Montataire, c'est celle de la prise en compte de la transformation de la société, des entreprises, des changements sous-jacents de l'organisation du travail et des réponses syndicales apportées au quotidien et d'une meilleure adéquation des structures syndicales à ces réalités socio-économiques de l'entreprise. La transformation de la section CGT des forges et d'Usinor Montataire en syndicat CGT d'Usinor Montataire en 1962, je pense, a été une réponse importante à ces évolutions.